Vous avez déjà eu des pannes, les gars, ou pas? Une fois, ouais. Tu l'as vécu comment? Bah bien, parce que j'étais avec quelqu'un qui, enfin, elle me l'a pas fait mal ressentir ou quoi que ce soit. Mais personnellement frustrant. Surtout la panne, dans la situation où elle est venue, euh, c'était jamais arrivé avant. Et donc on se dit qu'est-ce qui se passe? Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu de rapport. Donc tu dis ah, c'est cassé. Mais en vrai, c'est bien. Enfin moi je l'ai plutôt bien vécu. C'est plus un sujet de rigolade qu'autre chose, je pense. Ouais. Tu l'as dédramatisé, quoi. Ouais. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de La Chose Étrange. J'espère que vous allez bien, tout le monde va bien déjà? Oui. Super. Tout le monde est content d'être ici. Évidemment. Bon, aujourd'hui on est dans une conversation entre couilles. Et je me sens assez chanceuse d'être là, je me sens un peu incruste, genre je m'incruste dans une soirée dans laquelle je ne devrais pas être. On avait déjà fait un épisode entre meufs pour parler de désir, d'orgasme, et on avait envie évidemment d'aborder ces sujets-là pour des personnes avec un pénis. Et dans La Chose Étrange, on parle beaucoup d'intimité, on parle beaucoup d'amour, de sexualité, et je crois qu'il n'y a pas un épisode où on ne parle pas d'injonctions liées au genre. Avec les choses avec lesquelles on a grandi, le il faut, on doit. Et moi, je sais pas, je projette vachement de il faut et de on doit quand on a un pénis. Et donc, je suis assez curieuse de parler de comment vous avez construit votre sexualité et votre désir. Donc voilà, et du coup, pour ce faire, j'avais évidemment besoin d'hommes avec moi. Donc, j'ai avec moi Malo, Noé et Océa. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Et mon co-anime du jour, qui est Jordi Oumira, qui vient de Montpellier. Hello, Montpellier City. Et qui est... Donc toi, tu as un compte du même nom, Jordi Oumira, sur Insta. Exactement. Tu as commencé d'abord à ouvrir ce compte pour parler de sexualité, pour prendre un peu la parole, parce que... prendre cet espace qui était vide, en tout cas. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Effectivement, ouais. Il y avait un petit manque au niveau de l'éducation sexuelle, surtout porté par des mecs. Et du coup, j'ai commencé en tant que loisir. Hein. C'était ça au départ. C'était mon hobby. C'était mon hobby. Et à tel point que tu en as fait ton métier? Ouais, je suis sexothérapeute aujourd'hui, en plus d'être créateur de contenu sur les réseaux. Donc ouais, c'est devenu une passion et c'est devenu mon métier. Et j'accompagne des gens, les gens qui rencontrent des problématiques d'ordre sexo-affectif au quotidien. Voilà. Trop bien. Et tu me disais quand on préparait l'épisode que ton compte, je t'ai posé la question de savoir en termes de communauté, si tu avais plutôt des meufs, si tu avais plutôt des mecs, et tu me disais que tu étais plutôt sur un genre 70% de filles, 30% de mecs, ou est-ce que je sais plus quel Non, c'est ça, c'est exactement ça. Tout pile poil ça. C'est Comment exactement. tu l'expliques, toi qui es un mec qui porte, qui ouvre des discussions sur la sexualité, pour les mecs et pas que, comment t'expliques qu'il y ait peu d'hommes qui te suivent finalement? Je pense que déjà les mecs ont un gros souci au niveau de la communication. Ça vient principalement de l'éducation, en tout cas de ce que je constate moi quotidiennement, à savoir que nos grands-pères n'étaient pas habitués à partager leurs ressentis, leurs émotions. Nos pères ont reproduit ça, puis nous on essaie un petit peu d'inverser la tendance aujourd'hui, tu vois, un petit peu, c'est ce que je constate. Alors après, moi quand j'ai commencé... c'était 90% de femmes, 10% d'hommes, tu vois, la tendance s'inverse légèrement. Il y a de plus en plus d'hommes qui me suivent, mais c'est quand même très long, quoi. C'est quand même très long. Ouais, donc toi tu dis il y a une histoire de pudeur, d'éducation, de... Ouais, c'est souvent lié à ça. Et puis il y a beaucoup de mecs aussi qui se disent non, moi j'ai aucun problème, je vois pas de quoi tu parles. Ouais. C'est difficile pour les mecs de se dire j'ai un problème à résoudre, tu vois, encore plus quand c'est d'ordre sexo-affectif. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, tu parles de problèmes, tu pourrais juste avoir la curiosité, tu vois, de t'intéresser à des trucs. Bon, trop bien. En tout cas, nous, là, on est entre mecs. Et on va inverser la tendance, comme tu dis, on va en parler. Je vous laisserai bien vous présenter tous les trois. Peut-être dire votre prénom, votre âge, votre pronom, si vous avez envie de le préciser. Et puis, pour vous lancer, j'ai envie de poser une question, moi, qui me taraude et que j'aimerais bien que vous répondiez. C'est à quel âge vous avez commencé à vous soucier potentiellement de la taille de votre pénis? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est un sujet chez les mecs.
Et du coup, ouais, à quel âge vous avez commencé à vous dire est-ce que la taille de mon pénis est bien, pas bien, dans la moyenne, est-ce que c'est important, pas important, tout ça. Qui se lance? Je commence. Bonjour d'abord, je m'appelle Malo Guillot, je viens de Nouvelle-Calédonie, je suis étudiant en fashion business. Et je dirais que c'est à partir du collège où je pense qu'on commence à parler de ça. En plus, il y a des cours d'éducation sexuelle, donc on commence à s'intéresser. Et c'est là où on commence à se demander, mais du coup, c'est quoi en bas? Et c'est là où j'ai commencé à mesurer, comme tout le monde, avec une règle, bizarrement, mais efficacement, du coup. Et t'as quel âge, Malo? 19 ans. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je suis nommé Mathias, tailleur de pierre, et j'ai 23 ans. Et pour revenir sur la question, je sais pas quand, je sais que j'ai toujours trouvé ça assez idiot de la part de mes copains. C'était pas des discussions dans lesquelles je me retrouvais souvent, mais je pense que l'ego et la curiosité poussent forcément un moment à se retrouver et à se demander elle fait quelle taille vraiment. Et donc, je sais pas, je dirais vers mes 15 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur la taille, la forme notamment, parce que je pense qu'on a tous une forme vachement différente et que des fois on se dit c'est bizarre qu'elle soit autant courbée ou comme ça ou comme si, et, on n'a pas forcément de réponse parce qu'on va pas demander à sa mère ou à son père tiens, pourquoi elle a cette forme-là ou je ne sais quoi. Donc, ouais, je dirais 15 ans. Je me suis posé la question fatidique de quelle taille fait mon pénis. La question fatidique. Océa? Donc bonjour, moi je m'appelle Océa Ewing, j'ai 21 ans, je viens de Nouvelle-Calédonie et je suis en recherche d'une nouvelle école. Et pour moi du coup, je dirais que c'est vers l'âge de 15 ans, 14 ans à peu près, j'ai commencé à m'interroger sur mon pénis, me dire est-ce qu'il a une taille normale et aussi par rapport peut-être... bon, c'est beaucoup les films aussi qui ont joué, les discussions avec les amis, tu sais, on s'est dit peut-être ça c'est pas normal, en mode t'en as un petit, t'en as un gros, enfin bref. Ou en mode, est-ce que t'es circoncis ou est-ce que t'es pas circoncis, je connaissais même pas le mot avant. Et voilà, moi j'aurais dit ça. Ok, donc ouais, plutôt autour, vous êtes tous plutôt autour de fin de collège, début lycée, genre. À peu près, ouais, je dirais. Est-ce que ça correspond à la période où vous avez eu vos premiers cours d'éducation à la sexualité, grosso modo? Je m'en souviens plus des cours d'éducation sexuelle. Ça en dit long. Ouais, peut-être Je que sais tu n'en même pas as à pas quel eu. âge. Si, je me souviens Si, les seuls cours dont je me souviens, c'était pas vraiment des cours, c'était en primaire, c'était Il était une fois l'homme, et tout ça, les petits spermatozoïdes qui descendent en parachute, c'est tout ce dont je me souviens. D'accord. Et toi, Jordi, t'as pas répondu à la question. Moi, c'était 13-14 ans de mémoire. Mais moi, je posais cette question-là parce que moi, justement, ça correspond à peu près à la période où j'ai eu mon seul cours d'éducation à la sexualité, qui a duré 2 heures en SVT. Comment on fait un enfant, Ouais. comment on se protège, point. Mais du coup, ça m'interroge. Qu'est-ce qui fait que... J'essaie de projeter, tu vois, par rapport à nous. Bon, on va pas difficilement mesurer la taille de notre clito ou de notre vulve. Alors, on peut en discuter de l'aspect, en revanche. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, alors potentiellement, soit la discussion avec les potes, soit des cours d'éducation sexuelle. Alors, toi aussi, tu parlais de films, donc c'est intéressant parce que je me demande d'où ça vient, en fait. D'où vient ce truc de « il faut mesurer » parce que, à l'évidence, c'est plus cool d'en avoir une grande, une grosse... La question, c'est d'où est-ce que ça vient tout ça? Ouais, toi, t'as l'impression, quel a été le déclencheur? Est-ce que c'est des discussions entre potes? Toi, tu disais, je me retrouvais pas trop dans ces discussions et je me voyais pas en plus en parler avec mes parents. D'ailleurs, ça, pourquoi tu te voyais pas en parler avec tes parents? Bah, parce que je pense que je n'ai jamais considéré ça comme assez important pour avoir à parler de la taille de mon pénis avec mes parents. Mais je pense que, déjà, les insultes. On peut dire des insultes? Ouais. Par exemple, petite bite, c'est dénigrant. Du coup, si on se dit que petite bite, c'est dénigrant, on se dit qu'en avoir une grande, c'est bien. Toutes ces choses-là et toutes les représentations. Bon, nous, c'est peut-être un problème plus actuel, mais les pornos et tout ça, où les hommes ont des pénis extrêmement grands, tout ça, toute la représentation en fait, de la sexualité actuelle tend vers des pénis grands pour... je ne sais quelle raison. Super intéressant le coup des insultes. Parce que, évidemment, que si tu grandis dans une société qui te dit tout le temps que petite bite, c'est dégradant,
priori, t'intègres très vite que merde. Alors du coup, c'est quoi une petite bite et c'est quoi une grande bite C'est et ça. où je me situe sur cette échelle. C'est ça. Et les pornos aussi, ouais, les représentations des pornos. Vous avez l'impression que vous aviez déjà vu des pornos avant de vous poser la question? Est-ce que c'est aussi Ouais. ça qui a déclenché? Avant, ouais. Ouais. Oui. Avant. Ok. Ouais. En vous disant, donc c'est à ça que je dois ressembler, et visiblement, c'est pas à ça que je ressemble. Je vous demande pas de me donner des chiffres, ça reste dans votre intimité, mais c'est ça qui s'est joué aussi, en mode. Je sais pas. En tout cas, personnellement, en regardant les pornos, je me suis dit que c'était pas normal. Enfin, quand tous ont une taille aussi grande, je me dis que, je sais pas, c'est pas forcément dans la norme. Donc très vite, j'ai compris que, et très vite, je me suis un peu détourné de ça parce que je trouve que c'était pas forcément représentatif. Mais oui, je pense que les pornos, pour tous, on s'est demandé. Mais il y a les pornos, il y a aussi les pubs sur les sites pornographiques, sur par exemple, les pilules. Je pense qu'on a tous expérimenté ça. Sur les sites pornographiques, il y a tellement de pubs. Les médecins vous détestent ou cette pilule rendra votre pénis plus grand de 20 cm en une semaine. Que des trucs pour la performance et la taille de son sexe. Donc je pense qu'avec ça, n'importe quel gamin, il finit par se poser des questions, quoi. Bah ouais, on associe gros sexe et puissance et performance. Donc évidemment qu'on a envie d'être du côté de la puissance et de la performance. C'est clair. Toi, tu disais que justement, les films porno, tu t'es dit que c'est ce que tu voyais dans les films porno qui n'était pas normal. Il n'y a pas un moment où tu t'es pas dit plutôt l'inverse au début? Que c'était peut-être potentiellement toi qui n'étais pas normal? Non, je pense que là-dessus, mes parents m'ont assez vite parlé de justement de tout ça, la scène pornographique et tout ça, et j'ai vite compris que c'était pas du tout ce que ça pouvait être dans la vraie vie, quoi. Ouais. Qu'est-ce que pareil, la comparaison avec les films porno, est-ce que assez vite tu t'es dit, vous vous êtes dit, Océa et Malo, ça c'est pas la réalité, ou à l'inverse tu te dis, ah putain, je suis pas ça et du coup c'est pas ok. Moi, malheureusement, j'ai commencé à regarder les films porno par curiosité, parce que mes potes en parlaient. Et donc, c'était très jeune, vers l'âge de 12 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, mais du coup, ça grandit. Et j'ai commencé à mesurer tard en me disant que ça va grandir et du coup, savoir l'évolution. Parce que j'avais ce modèle un peu des films pornographiques, parce que j'avais que ça en visu et qu'on n'en parlait pas, parce qu'à cet âge-là, on va pas dire à un enfant c'est normal si ton pénis mesure tant. Hein. Quand t'as 12 ans, 13 ans, heureusement, parce que sinon ça m'aurait traumatisé, je pense. Et qu'est-ce que tu me racontes? Je veux pas savoir ça. Et toi, Océa? Je dirais la même chose aussi. On peut se dire qu'on n'est pas normal, on peut se poser des questions. Et surtout quand on est à cet âge-là où on se découvre un peu, on est un peu pré-ado ou adolescent. Il y a aussi le fait que quand on est enfant, enfin quand on est jeune, on est assez méchant, on est très dans le jugement. Donc on peut des fois se dire, il y en a certains qui peuvent mentir justement pour être sur le même palier que les autres et se dire que non, c'est bon, je suis normal. Et se mentir à soi-même en soi. Donc, Moi, ça me fait rebondir sur un truc, c'est que je me souviens quand j'étais jeune, justement, c'était pas tant le porno qui avait influencé un petit peu le rapport qu'on avait à la taille de notre tub, quoi. C'était, je me souviens, ça m'a marqué, c'était des potes qui étaient dans le même club de rugby, et en fait, sous les douches, ils se comparaient leurs bites entre eux. Et concrètement, il y en a qui disaient la mienne elle est plus longue, la tienne. Et en fait, ils se chambraient comme ça. Et au final, ils demandaient au reste de la classe aussi, du coup, la tienne elle est comment, tu vois. Et nous, on avait ce rapport-là, justement. C'est les douches communes qui avaient mis un petit peu le pied là-dedans, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire, pareil, les séances de natation et de piscine, même très tôt, tu vois, fin de primaire, je pense que c'est aussi là, si on sort de la taille de la bite, c'est aussi là où tu commences à te comparer ton physique, et te dire merde, lui il commence à avoir des abdos. Ça commence tôt en fait, ce truc de se comparer, de se dire est-ce que je suis dans la norme, est-ce que je suis bien, et puis je pense qu'il y a un truc de compétition qui revient très très vite, quoi. Et sachant que si on parle de taille, on peut parler des chiffres qui sont la normalité, on va dire, en tout cas la moyenne. Un pénis, une taille moyenne, c'est entre 13 et 15 cm. Donc c'est pas les
35 cm des films porno En érection. en Je me érection. permets. Tu fais bien de préciser. En érection, sachant que, pour la petite info, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2 types de pénis. Il y a le pénis de chair et le pénis de sang. Le pénis de chair, il fait globalement la même taille au repos qu'en érection. Tandis que le pénis de sang, lui, il est plus petit au repos. Et il peut doubler, voire un peu plus, 2 fois et demi la taille en érection, en fait. Donc, on est formé différemment déjà sur ce point-là. Mais encore une fois, c'est pas la taille qui compte. La fameuse phrase. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? C'est pas la taille qui compte? Oui. Bah, Oui. Océa, tu m'as l'air dubitatif. Ouais, mais c'est quand même. Enfin, c'est qu'il y a des gens, je me suis un peu renseigné, qui appréciaient beaucoup, justement, qui n'arrivaient pas seulement à satisfaire par rapport à leur taille, leur pénis, qui peut-être pour eux était anormal. Enfin, je dirais pas anormalement, mais peut-être qui était vraiment trop petite pour justement que la femme ressente quelque chose ou pas. Donc je sais pas si c'est propre à chacun, mais je dirais que peut-être ça influe aller peut-être à 30 ou 40%, peut-être sur le plaisir, je dirais. Ok. Après, je pense qu'il y a d'autres moyens, et c'est d'ailleurs peut-être ça par là que on peut trouver d'autres alternatives à la taille de Oui. son pénis. C'est que le plaisir, il passe pas que forcément par là, et c'est pour ça que la taille du pénis n'est n'importe que peu, parce qu'en fait c'est très personnel, la taille de son pénis. On peut faire plaisir à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, de plein d'autres manières, je pense. Donc en soi, après c'est comment les gens ils vivent ça par rapport à eux, mais si jamais il y a des gens qui sont tristes de la taille de leur pénis, ils peuvent faire tout un tas d'autres choses sans leur pénis, et ça se passe très bien, voire mieux. Tu veux développer? Bah, Ceux qui nous écouteraient et qui commenceraient à se stresser sur la taille de leur pénis. bah ouais, que le plaisir il passe pas que par notre bite, et qu'il passe par plein d'autres choses, et qu'on peut même ressentir vachement plus de plaisir en donnant du plaisir à la personne, en étant dans une situation de désir, que de juste rentrer dedans très simplement. Et en plus, après ça c'est personnel, mais je trouve que le plaisir de l'homme par le pénis est très simple. C'est-à-dire que c'est pas complexe du tout. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est ce qui nous limite le plus, je trouve, dans les rapports sexuels. En fait, justement, c'est notre pénis, parce que on a un rapport, et puis on jouit, et puis c'est fini. Et en fait, c'est dommage, quoi. On peut faire tellement d'autres choses. Et je trouve que ouais, ça nous limite un peu. Donc la taille du pénis, voilà. Pour tous ceux qui en ont un petit, c'est pas important du tout. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça, j'imagine que ces mots-là, tu les poses parce que tu as un peu plus d'expérience. J'imagine que le Noé de 15 ans, il n'avait pas encore craqué ce code-là. De 15 ans, il était puceau. Et c'est super intéressant parce que tu dis aussi, nous, c'est très simple. Ouais. C'est ça le mot que tu as utilisé? Ouais. C'est-à-dire je trouve, moi, personnellement, je suis hétérosexuel, donc je n'ai eu des relations sexuelles qu'avec des femmes. Et je trouve que le plaisir vis-à-vis de nos sexes est beaucoup plus complexe chez les femmes que chez les hommes. Enfin, je veux dire, dans le ressenti vraiment pur et dur. C'est-à-dire que nous, ça se limite vraiment à notre pénis, et puis ça va jusqu'à l'éjaculation, et après, voilà. Mais pour faire jouir une femme, ça dépend, tout le monde est différent, mais ça peut être beaucoup plus exigeant dans ce que ça peut demander, dans ce qu'il faut apporter, dans le désir, c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, ça regroupe plus de choses, faut que ça soit beaucoup de paramètres pour arriver à quelque chose je pense, qui satisfait la femme, alors que nous, ça peut être beaucoup plus simple que ça. Est-ce que tu dirais que c'est plus mécanique chez nous? Ouais, carrément. Carrément. Je pense que dans la plupart du temps, on n'a pas besoin même de ressentir de désir, et on finira par éjaculer, alors qu'une femme ne finira pas forcément par jouir. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend, je pense, des relations aussi qu'on a avec la personne et même avec son corps. D'ailleurs, en revenant sur la taille du pénis, je pense qu'il y a beaucoup aussi qui vaut à comment on se connaît soi
et comment on peut genre s'adapter à la personne, etc. Parce que, si vous le savez pas, je suis gay. Pour mon expérience, je sais que j'ai eu des bonnes expériences avec toute taille de pénis. Bon, je dis pas que j'ai 40... Maman, j'ai pas 40 000. Mais en tout cas, je sais que j'ai pu autant aimer avec une petite bite et une grande aussi. Mais c'est la personne, elle était du même type, c'est-à-dire qu'elle voulait me faire plaisir moi et pas uniquement elle. Donc je pense que ça vaut beaucoup aussi pour ça. Et il y a aussi cette chose où les personnes qui sont sur confiance et qu'ils ont une petite bite, c'est surtout qu'ils sont un peu dans le déni et ils s'adaptent à l'image qu'ils ont des films pornographiques qui, eux, ont pas la même morphologie de sexe. Donc ça colle pas forcément et c'est pour ça qu'on a une mauvaise expérience. Pour moi. Non. Si je comprends bien, pour toi, ça serait lié à la performance aussi, du coup? Pas, du coup, ouais, pas forcément. Faudrait que je pèse mes mots. Non, mais Non, y a t'inquiète, pas- y a c'est ça pas qui est de- intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est pour ça que je me permets de creuser. Mais du coup, oui, je pense que personnellement, je dirais performance, mais c'est plus au niveau de la relation en globalité. Quand tu t'apprends à connaître l'autre ou même que tu veuilles faire plaisir à l'autre, c'est très différent. Tu penses juste à toi et ton plaisir. Et donc, pour moi, une performance, c'est quand la personne, elle a pu, avec l'aide de l'autre personne, bien sûr, parce que ça se fait à deux, elle a pu subvenir à tous les besoins. Et ce côté mécanique, justement, moi j'ai l'impression que c'est aussi un peu... Enfin, ça m'intéresse de vous entendre creuser là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que pour vous, c'est, entre guillemets, facile, alors, soit de prendre du plaisir, j'ai envie d'abord de poser cette question-là, de prendre du plaisir déjà, avant même de parler d'éjaculation. Pour moi, déjà, l'éjaculation, comme ma sexualité est différente, l'éjaculation, ça fait pas forcément partie du plaisir. Et je pense que on peut l'avoir de tellement de manières différentes. Et aussi, on peut avoir en tant qu'homme, gay, du coup, peut-être pas forcément les hétérosexuels, mais je pense que si. C'est juste que c'est très différent. On peut avoir une relation sexuelle sans vraiment avoir de plaisir, jouir sans vraiment avoir de plaisir. Et avoir peut-être pensé avoir kiffé le moment, mais pas du tout. Et en fait, ouais, ça peut varier, par exemple, en fonction de ton humeur, de comment tu te sens, si tu te sentais bien à ce moment-là, si tu te sentais mal. Je trouve que ça change énormément la sexualité. Ouais, donc pour le coup, tu décorrèles l'éjaculation et le plaisir. Oui. D'où le côté peut-être mécanique sur lequel tu parlais, Noé. Océa, tu les rejoins sur cette partie-là? Je rejoins Malo sur la partie dont il a parlé, de forcément prendre du plaisir, mais sans forcément jouir. Parce que je sais que, par exemple, mon expérience personnelle, je sais qu'au début, je pensais que j'étais précoce. Parce qu'on se donne du plaisir, on se connaît, donc ça va assez rapidement. Mais quand on est avec quelqu'un, ça peut prendre du temps. Moi, ce qui s'est passé, en fait. J'ai cru que en fait, j'étais précoce et pas du tout. Et ça peut arriver que la majorité de mes rapports, je prends du plaisir pendant l'acte, mais je vais pas forcément jouir. Mais je vais quand même kiffer l'instant. J'aurais vraiment aimé ce que j'ai fait de ça. Mais si j'ai pas joui, bah, c'est pas grave. J'ai quand même aimé. Donc pour toi, l'orgasme n'est pas une fin en soi, en fait. Exactement. Mais c'est bien de raisonner comme ça, parce qu'effectivement, quand on se met dans une posture où on veut à tout prix atteindre l'orgasme, on peut avoir tendance rapidement à se mettre la pression. Et c'est ce qui peut causer des petits soucis par la suite, sachant que, je reviens sur ce que tu disais, Malo, il y a, et je pense important de faire cette précision-là, c'est que effectivement, déjà, on peut éjaculer sans prendre de plaisir, et on peut prendre du plaisir sans forcément éjaculer, l'inverse est aussi possible, et il y a une différence entre jouissance et orgasme. Parce qu'il y a le terme genre j'ai joui est un peu galvaudé dans le sens où après le rapport on dit pendant le rapport on dit je vais jouir, on annonce ou on dit j'ai joui, ça m'a fait du bien, Ouais, etc. on te demande si tu as bien joui. C'est ça, exactement. Sachant que la jouissance en fait c'est le plaisir qu'on prend tout au long du rapport. Et l'orgasme, en fait, c'est le climax de ce plaisir-là. C'est vraiment la libération, la vague que vous ressentez dans le bas-ventre au final, quoi. Donc, mais après, encore une fois, on peut très bien jouir, donc
sans atteindre l'orgasme. Et c'est super bien aussi. Hein. C'est pas parce qu'on n'atteint pas l'orgasme qu'un rapport est raté, en fait. Ouais, grave. Il y a carrément une pression, et là, pour le coup, que ce soit chez les mecs comme chez les filles, tu vois. Est-ce que t'as eu un orgasme? Parce que c'est plus ça, la question, quand on dit est-ce que t'as joui? Et de se foutre la pression, alors que tu peux effectivement avoir même plus de plaisir. Enfin, il y a un truc Mais qui peut complètement. être plus dans la durée, qui est beaucoup plus, je sais pas, envahissant, quoi. Ouais, complètement. Et merci de parler de cette notion d'éjaculation précoce, parce que je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup, et une peur qui revient beaucoup chez les mecs. Probablement parce qu'il y a aussi ce truc un peu un symbole, il y a le symbole de l'érection, et puis qui va avec l'éjaculation, et ce truc de la durée potentielle du rapport. Avec quoi vous avez grandi justement sur cette notion de durée? Quand vous étiez plus jeune, je vous remets dans votre peau d'ado. Moi, je me rappelle très bien de la première fois qu'on avait parlé avec mon frère. Il a dit que les femmes, plus longtemps ça dure, mieux elles aiment. Donc j'ai toujours gardé ça aussi en tête. Et même, je sais que dans ma sexualité, ça m'a influé indirectement, même sans que je le sache. Mais du coup, ouais, c'était vraiment ce côté longueur, pas forcément de rythme ou quoi que ce soit, c'était surtout le temps. Et puis il y a la phrase aussi, le plus c'est long, plus c'est bon. Ah, Tu sais, c'est ça. cette phrase, moi, elle m'insupporte cette phrase parce que c'est tellement pas vrai. Plus c'est long, plus ça irrite. Quoi, Je aussi, vous tu vois. confirme, je vous confirme. Voilà, dans le dernier épisode, d'ailleurs, il y a eu un espèce de cri du cœur d'une meuf qui a dit « Non, mais c'est faux, ça, faut arrêter avec ça !» Mais oui, c'est clair. En plus, c'est pour ça qu'on dit aussi souvent, prenez du lubrifiant, quoi, tu vois. Ouais. Parce que justement, un rapport, qu'il soit hétéro, gay, peu importe, en fait, à partir du moment où il y a pénétration, en tout cas des mouvements de va-et-vient, bah oui, forcément, ça génère un frottement. Et au bout d'un moment, tu vois, on n'est pas des robots, donc forcément, ça engendre de la douleur. Bah ouais, grave. Et ouais, vous aussi, vous avez grandi avec ce truc-là? Plus c'est long, plus c'est bon? Bah, ouais, je pense que moi j'ai souvenir de voir des pubs sur l'éjaculation précoce en étant petit. Enfin, petit, à la télé comme ça, et donc rien que là, ouais, je pense que c'était pas un flip, mais tu dis, ah mince, si je suis éjaculateur précoce, ça va être compliqué, tout ça. Je pense que ouais, ça c'était plus un stress en étant jeune, adolescent, que la taille de mon pénis, par exemple. Mais après, en découvrant ce qu'est vraiment la sexualité, c'était plus vraiment une question, parce que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éjaculation, c'est pas une fin en soi, donc c'est même pas forcément nécessaire. Donc, mais je pense que ouais, c'était quand même quelque chose d'assez stressant. Ben ouais, c'est fou parce que je pense qu'il y a un énorme poids sur ce truc-là, Ouais. et qui te détend pas trop, tu vois, avant, même pendant. Enfin, je me mets moi à votre place. Je pense que ça doit être un poids sur les épaules un peu tendu. Et comme tu dis, c'est surtout que ça fait reposer à nouveau, ça crée quelque chose de très central autour du pénis, de l'érection et de l'éjaculation, comme si j'éjacule trop vite, ça veut dire que c'est la fin du rapport, et si mon partenaire ou ma partenaire n'a pas pris de plaisir, merde, c'est la cata. Sauf que, comme tu disais, il y a évidemment plein de façons de donner du plaisir à son ou sa partenaire qui n'est pas lié forcément à l'érection. Je pense que dans cette bonne société patriarcale dans laquelle on est, on a placé l'homme au centre, enfin dans les relations hétérosexuelles, on a placé l'homme au centre du rapport sexuel. C'est-à-dire que quand il a joui, c'est fini. Et en fait, le plaisir repose sur la durée qu'il va tenir avant de jouir. Du moins, jusqu'à maintenant, c'était plus ou moins comme ça. Donc en fait, on a une pression idiote qui est, si je m'arrête, c'est fini pour tout le monde, on remballe. Et si t'as pas eu ton plaisir, mince, c'est de ma faute. Et donc en fait, on a un peu ce truc de, il faut être, personnellement, avant, quand j'ai appris ce que c'était que la sexualité, c'est un peu une responsabilité qui ne devrait pas être, parce que c'est à deux, c'est un partage. Et en fait, on a placé l'homme au milieu de ça, et donc je pense que c'est là-dessus où il y a une pression sur si je jouis trop vite, faut que je tienne le plus longtemps possible et tout ça. Je pense que c'est lié à ça, j'en sais rien, mais. Bah ouais, carrément. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à des jeunes qui nous écouteraient
qu'est-ce que tu leur dirais justement pour démystifier un peu ce truc-là parce que, tu vois, aujourd'hui, toi, t'as changé parce que t'as compris, en fait. Mais je pense qu'on grandit encore. Tu vois, je pense que dans la cour de récré, on a encore à se comparer la taille de nos bites et à se dire attention, plus elle est grosse, plus c'est important. Et puis les meufs, elles aiment quand c'est long, etc. Je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est encore ce qui circule. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, on leur dit que les meufs, en fait, elles aiment ce qu'elles aiment. Du coup, c'est à elles qu'il faut demander et pas à Paul dans la cour de récréation. et, et en fait, moi, là où j'ai le plus appris, en fait, c'est en ayant des relations et en étant à l'écoute. Et en fait, quand on est à l'écoute, on se rend compte que il y a tellement d'autres choses à faire que juste le rapport sexuel basique. Et que, en fait, c'est en discutant avec les gens avec qui on a des rapports et en étant à l'écoute de leur plaisir qu'on peut comprendre et apprendre toutes les manières de faire plaisir à quelqu'un et de voir qu'en fait ça se limite pas du tout à la pénétration et à l'éjaculation. Enfin voilà. Amen to that. Océa, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a ce... qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes qui potentiellement grandissent comme vous avec des questionnements sur... tu vois, toi qui l'as... D'ailleurs, comment... tu disais, c'est quand je suis rentrée dans ma vie sexuelle, du coup, que j'ai un peu déconstruit ce truc de merde, je suis éjaculateur précoce, etc. Parce que t'as pratiqué et t'as bien vu que tout n'était pas autour de ça et que surtout, potentiellement, tu contrôlais un peu plus ton éjaculation. Comment... On va dire, comme je disais, ouais, c'est plus quand on connaît son corps soi-même, c'est beaucoup plus facile, on y arrive facilement. Mais quand c'est avec quelqu'un, peut-être que forcément la personne ne connaît pas qu'est-ce qui te fait plaisir. Et même quand tu l'apprends au fur et à mesure, elle peut ne pas y arriver. Mais c'est pas, comment dire, je n'aurais pas posé un mot dessus. En tout cas, toi, tu as eu l'impression que d'être avec un ou une partenaire, ça te permettait de durer plus longtemps. Je vais poser les mots comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Durer plus longtemps. Mais du coup, est-ce que tu avais une durée en tête sur laquelle tu te basais pour te dire je suis éjaculateur précoce ou pas ou plus? Je dirais quelque chose comme 5-6 minutes. Je dirais. 5-6 minutes, ouais. Je me dirais 5-6 minutes, ouais, peut-être c'est précoce. Ok. Ouais, donc tu te demandais et en fait... Chrono à la main. Il y a des règles et il y a du chrono. Hein. On sent qu'il faut du calcul. C'est très drôle. Et ok. Et moi, je lisais sur les réseaux donc aussi une sexologue qui s'appelle Margot Théroux et qui, au lieu de parler d'éjaculation précoce, disait j'aimerais bien qu'on parle plus d'excitation envahissante. Et je trouve ça à la fois très très juste et à la fois beaucoup plus apaisant. Et surtout, ça permet de mieux comprendre, en fait. C'est-à-dire que dans éjaculation précoce, déjà, c'est comme s'il y avait un espèce de symptôme de mal. C'est-à-dire que c'est la merde, hein. Attention. Alors que excitation envahissante, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as une telle montée d'excitation que tu éjacules. Et évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et du coup, ça permet peut-être de prendre le sujet autrement et de se dire, OK, est-ce que c'est un problème déjà, d'avoir tout d'un coup une excitation envahissante. Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que j'en fais? Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un peu une façon de voir les choses très différente qui est... Moi, à votre place, je trouve ça vachement plus cool de l'entendre comme ça, tu vois. L'excitation envahissante, comme tu le dis, tu vois, c'est beaucoup plus clair que éjaculation précoce, parce qu'éjaculation précoce, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, tu vois. On se dit, mais attends, ça veut dire qu'il y a une durée idéale de rapport, alors que pas forcément, en fait. Ça veut dire que quoi, on se base sur quoi pour savoir, tu vois. En fait, on met des mots dessus, mais sans en savoir plus, finalement. Donc, c'est quand même un terme assez flou. Donc, moi, j'aime bien justement ce que Margot dit à ce sujet-là, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'apaisant, comme tu disais, tu vois, c'est vraiment le terme. Et puis, au-delà de ça, moi, je rejoins ce que Noé disait, c'est que il y a d'autres moyens, même si l'éjaculation est terminée, ça ne veut pas dire que le rapport est terminé. On a plein de possibilités pour continuer à prendre, à partager, à donner du plaisir à ça ou son partenaire, en fait. Il y a le sexe non pénétratif, par exemple. Pardon ? J'ai dit le Uno, mais c'était... Aussi, beaucoup de jouissance avec le Uno. Tu as raison, Malo, de le préciser. Mais oui, bien sûr, le sexe non pénétratif. Mais pareil, tu vois, mais moi, en fait, j'ai l'impression que vous grandissez, du coup, avec le poids de tout ce qui peut vous arriver de mal. Tu vois, genre l'éjaculation précoce, la panne.
On n'a pas parlé de la panne. Vous avez déjà eu des pannes, les gars, ou pas? C'est pareil, le nom, la La panne. panne. Genre la machine est cassée. Ouais, ah oui, c'est ça. La voiture est en c'est panne. flippant. C'est flippant. Là, tu te dis, on me montre du doigt, quoi. Tu vois. Ouais, une fois. Ouais. Tu l'as vécu comment? Bah bien parce que j'étais avec quelqu'un à qui enfin, elle me l'a pas fait mal ressentir ou quoi que ce soit. Mais personnellement frustrant. Surtout la panne dans la situation où elle est venue, c'était jamais arrivé avant et donc on se dit qu'est-ce qui se passe et ça faisait longtemps que j'avais pas eu de rapport. Donc tu dis c'est cassé. Mais en vrai c'est bien. Enfin moi je l'ai plutôt bien vécu. C'est plus un sujet de rigolade qu'autre chose je pense. Ouais. Tu l'as dédramatisé, quoi. Ouais. Ok. C'est grâce aussi à la personne. Et toi, Océa? Moi, je pense que c'est juste au cours d'un rapport que j'ai eu. Et c'était pas forcément. Je me sentais pas en symbiose avec la personne, Mhm. mais j'arrivais pas à prendre du plaisir. Du coup, voilà, j'ai eu une panne et je me suis dit, est-ce que c'est normal Et après, je me suis rassuré au final en me disant que non, c'est juste que je prenais pas de plaisir. Donc, Alors ça, c'est super, entre guillemets, que tu dis ça, parce que ça soulève un point, c'est que on croit souvent que la perte d'érection ou le fait de pas réussir à avoir une érection, c'est simplement un phénomène mécanique, alors que pas du tout. En fait, j'ai l'impression d'être prof de SVT. En fait, on a un système nerveux très complexe qui fonctionne un petit peu en balance. On a d'un côté ce qu'on appelle le système parasympathique qui, lui, est responsable de notre détente, de comment on se sent avant de dormir, etc. Et de l'autre côté, on a l'orthosympathique et lui, il est plus responsable du stress qu'on va ressentir. Alors, pas toujours négatif, pas forcément négatif, ça peut être juste, il faut que je me dépêche pour pas louper mon bus, etc. Mais quand l'orthosympathique prend le dessus sur le parasympathique, ben, on arrive dans des cas où justement on peut avoir ce qu'on appelle une panne, encore vraiment, mais ce terme, C'est clair, on va demander à Margot comment elle appelle la panne, elle va avoir trouvé un nom qui est bien. Ouais, ça serait bien. Mais de ça redéfinir revient, ça. moi c'est pour ça que ça revient au côté mécanique. Est-ce que c'est pas une croyance, ce truc du côté mécanique du mec? Dans le sens où, tu vois, on parle de mécanique, on parle de panne, comme si vous étiez un peu des espèces de robots. Genre, c'est pas compliqué, hein, les gars. Nous, on est des robots, il y a un moment, tu dois bander, tu bandes, tu dois éjaculer, t'éjacules. Vous êtes juste des êtres humains, donc ça fonctionne de façon un peu plus complexe. Et comme tu dis, vous avez des émotions, vous avez un contexte autour de vous qui fait que vous pouvez être stressé, qui fait que vous pouvez avoir moins de connexion avec la personne. Et du coup, tu vois, je trouve qu'il y a un truc très désincarné, tu vois. Il y a un truc où tu te dis, mais en fait, les émotions, c'est pas que pour les meufs. Et donc, vous avez aussi des trucs qui peuvent venir enrayer, non pas la machine, parce que j'ai pas envie de parler de machine, mais votre corps, quoi. Et le corps est connecté à la tête, au cœur, à tout, quoi. Non? Je pense que pendant longtemps, on a trop laissé de côté justement ce que les hommes pouvaient ressentir, les sentiments, les sensations, etc. Et en fait, le côté mécanique, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est genre, oui, en fait, vous êtes des marteaux-piqueurs, point. Mais ça rejoint aussi, tu vois, la notion de pénétration, finalement. Tu vois, à savoir que c'est un peu comme si on disait, il n'y a que cette alternative-là, tu vois. Alors que pas du tout. Ouais. Et du coup, effectivement, si le marteau-piqueur est pété, t'es dans la merde, parce que tu sais plus quoi faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est horrible parce qu'au final, tu en viens parfois à te mettre la pression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est pas, encore une fois, pas que mécanique et qu'il y a plein de choses qui peuvent influer sur la manière qu'on a d'avoir une érection. Il y a le stress, il y a l'anxiété, la fatigue, une mauvaise symbiose aussi, ça peut arriver si on ne ressent pas un feeling avec quelqu'un. Le tabac, certains médicaments, l'alcool aussi. Ouais. Pour certains, les capotes. Enfin, il y a plein de. D'ailleurs, en parlant de capotes, vous avez déjà eu des soucis d'érection à cause des capotes ou pas? Ça a souvent été une excuse, en tout cas. Ouais, ça m'étonne pas. Une excuse de la part de tes partenaires ou de toi? Justement, la panne. Où je pense que on m'a souvent sorti, non mais c'est à cause de la capote. Et je sais que c'est pas totalement ça, parce que ça influe pas sur le plaisir ou même le système nerveux qui fait que ça bande. C'est plus un côté psychologique où tu vas te dire je vais prendre moins de plaisir, donc j'ai pas trop envie de faire ça comme ça. Du coup, souvent je me suis retrouvé avec des gens qui étaient en mode mais non, on va pas utiliser la capote. Moi j'étais en mode
Je veux pas avoir le sida, ma belle. Hein. Bonne réaction, merci pour ce petit rappel. Se protéger est Protégez-vous. important. Protégez-vous, s'il vous plaît. Vous, ça vous est arrivé d'être gêné par la capote? Gêné au moment du rapport? Non, pas spécialement, non. Si, c'est... Bah, enfin, je pense que ça s'adapte pas forcément à toutes les formes de pénis très bien. Je sais que moi, quand j'essaie de la mettre, ça peut être désagréable ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a cette phase où tu mets la capote et il faut être assez rapide dans le moment où tu la mets parce que le fait de trop se concentrer sur le fait de mettre la capote, de ça fait mal, faut tirer, tout ça, ça peut créer justement le fait de débander. Mais après, bon, c'est juste le moment. Mais ouais, c'est pas tout le temps. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, quoi, pour. Après, bon. Mais ouais, le préservatif peut. Et puis même, des fois, ça peut faire mal. Enfin, je sais pas pour vous, mais ça, à force de faire des va-et-vient, des fois, ça se tire et puis après, ça vient se coller sur la peau. Enfin, moi, personnellement, je suis pas circoncis, du coup j'ai encore mon prépuce, du coup ceux qui ont encore leur prépuce ont un gland vachement plus sensible et le fait d'avoir justement ce latex qui vient se décoller et se recoller pendant l'acte, ça peut, je sais que moi ça peut me faire mal ou quoi que ce soit. Mais sinon à part ça, non. Pas de- Et toi, Océan? Moi, je dirais pas que j'ai eu de douleur et tout, mais j'aurais plus dit que j'ai ressenti une gêne au début, parce qu'en fait, je trouvais pas forcément la bonne taille, en fait. Des fois, c'est des tailles qui étaient trop grandes, du coup, ça s'enlevait pendant, du coup, je devais recommencer à en prendre une autre, mais sinon, jamais vraiment eu de gêne, moi, avec les préservatifs. Alors, petit tips, là, qui va en intéresser. Le tips de le Jordi. tips de Jordi, prof de SVT qui revient. Quand on va dans le commerce, on prend des marques de capotes que je vais pas nécessairement citer, mais on les a, je pense, tous en tête. Et les tailles sont sensiblement les mêmes. Oui. Et en fait, c'est standardisé. Sachant que, comme tu le disais, Noé, on a des tubs différentes, de tailles différentes, de formes différentes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ligne, maintenant, il y a de plus en plus de fabricants de préservatifs qui permettent de vous envoyer des capotes sur mesure, en fait. Ah ouais. Ouais, en fonction de la taille de ta tub et de sa largeur, de sa circonférence. En fait, tu as un calculateur en ligne, Pas moulé. C'est ce que j'allais Non, dire. mais justement- Tu es obligé de mouler ton sexe. Non, Tu c'est moules ta tub, t'envoies ton moule. c'est pas speed. Non, par contre, ça demande du jour où tu as une érection, tu vois, de la mesurer de la base, tu vois, jusqu'en haut. Tu fais un petit calcul, tu as les Comment te calculateurs. faire débander direct? Ouais, c'est ça. C'est en gros, C'est technique, c'est tu hyper fais technique. Une du fois, coup. mais après, t'es Ouais, tranquille c'est- normalement. Tu notes dans un Après, petit tu coin. rejoues au Uno, ça repart. Tu notes dans un petit coin tes mensurations là-dessus. Et eux, ils te proposent justement des capotes adaptées à la taille de ta tub. Donc ça, déjà, c'est pas négligeable. C'est excellent. Et je crois même qu'il y en a maintenant qui se calent aussi sur la forme. Parce qu'il y a des tubs qui sont un peu plus courbés, Courbé, ouais. etc. Et il y en a même qui proposent justement en fonction de ça. Donc ça, c'est très cool. Et la deuxième chose, je le dis aussi parce que je pense que ça m'intéressait beaucoup, c'est que depuis peu, là, le gouvernement a fait en sorte que les préservatifs soient à 100% remboursés par la Sécu pour les moins de 26 ans. Donc clairement, ça vous concerne. Donc ça, c'est très cool. Vous allez en pharmacie, Ouais. vous pouvez demander des capotes gratuites. Alors c'est parmi une gamme déjà présélectionnée. Vous n'allez pas avoir forcément le truc genre extra fin, nervuré, nani, nana, mais vous avez des capotes. Donc déjà, ça c'est cool pour se protéger parce que ça coûte une blinde, on va pas se le cacher. Mhm. Et puis pour les personnes qui ont plus de 26 ans, c'est quand même pris en charge à 60%, sachant que dans certains cas, la mutuelle peut, Ouais, ça, je savais pas. peut rembourser les 40% supplémentaires. Donc c'est quand même cool vu le prix que ça coûte. Et puis ça permet aussi de, je pense, d'utiliser les capotes encore plus quand elles sont adaptées à nous, du coup, de porter la charge contraceptive. Parce qu'en tant que Ouais. mec, je suis désolé, mais on a la belle vie quand même. Et on l'a eu pendant très longtemps, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais il y a aussi les marques qui diffèrent en fonction des capotes. T'as les marques qui utilisent certains types de. Bah, il y en a, ils font sans latex aussi, non? Il me Ouais. semble bien. Ouais, ouais. Donc il y en a plein de différents. Il faut juste trouver la chaussette à son pied. C'est exactement ça. Et en plus, tu parlais de l'excuse. C'est vrai que bah, moi, en tant que meuf, j'ai déjà aussi entendu cette excuse, tu vois, du non, ça me sert trop ou non, je suis allergique au latex. L'allergie au latex, c'est courant chez vous ou c'est... Ça existe. Ok.
Ça existe. Après, est-ce que j'ai pas de chiffres, je pourrais pas dire, mais moi, de ce que je constate, que ce soit en consultation ou avec les mecs avec qui je discute, etc., c'est pas si courant que ça, mais ça arrive. Mais après, il y a aussi des meufs, par exemple, qui sont allergiques au Bien latex sûr. aussi, donc Ouais, il grave. faut penser aussi Ah bah oui. à ça. Mais ça m'a pas l'air non plus si courant que ça. Mais de toute façon, maintenant, on trouve des capotes sans latex, donc Ouais, le problème ouais. est résolu, quoi. Et vous, typiquement, on parlait de la charge contraceptive. Genre, vous avez toujours une capote sur vous? Oui. Vous avez le droit de répondre non, hein. Vous n'êtes pas des hommes parfaits, mais... Bah non, personnellement. J'en avais une tout le temps dans mon porte-monnaie, mais du coup, elle a périmé. Parce que je jamais utilisé. Depuis 2012. Pas assez de parties d'Uno. Merde. J'ai sorti le contre Uno pourtant. Mais en tout cas, est-ce que vous dites, de toute façon, peu importe s'il y a une rencontre, on se démerdera? En fait, ma question, c'est parce que, pareil, je parle de où je suis, moi, une meuf cisgenre, etc. Je sais que la contraception, ça peut être une charge mentale importante. Donc, évidemment qu'on a la pilule, mais même quand tu prends pas la pilule, tu as aussi, évidemment, tu vois, les IST, etc. Et... on a évidemment plus de risques, tu vois, à ne pas se protéger. Donc, évidemment que tu pèses bien plus fort ton risque. Et du coup, tu as tendance quand même à te back-upper. Donc, tout le monde ne le fait pas. Mais du coup, je me demande si vous avez ce truc un peu de charge quand même mentale en te disant, là, tu vois, typiquement, je m'en fous. Je vais en soirée, peut-être que je ferai une rencontre. Dans le doute, je mets une petite capote dans ma poche arrière, quoi. Ouais, bah, moi, je sais que déjà, premièrement, je suis le genre de personne à laisser des choses et à oublier qu'elles sont là. Donc, je pense que dans à peu près tous mes sacs et mes manteaux, je dois avoir un paquet de préservatifs, mais j'ai oublié qu'il était là, mais Ils sont tous passés à la machine 3 fois. mais je sais qu'ils y sont. Mais pour la charge mentale de la contraception, moi, je m'étais renseigné sur d'autres alternatives. Ouais. Mais le problème, c'est que en fait, les alternatives pour hommes, elles sont vraiment pas mises au point et elles peuvent avoir des répercussions sur la fertilité. Et ouais, c'est un vrai problème, ça. C'est qu'on n'a pas, à part les préservatifs, bon, bah, il faut faire avec, c'est comme ça. Et puis, en vrai de vrai, si on revient sur ce qu'on disait avant, il n'y a pas que la pénétration, donc il y a plein d'autres moyens d'avoir des super rapports sexuels. Mais ouais, par respect pour mes partenaires et même, j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants ou quoi que ce soit, il faut faire attention, quoi. Et ouais. Je sais pas où ça en est, la pilule hormonale, justement, pour les mecs. Je sais que ça, ils continuent à chercher, mais gentiment, je crois qu'ils... C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai lu un article, je crois, avant-hier là-dessus. Apparemment, ça avance bien et ils ont réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, apparemment. Ouais, c'est C'est important quand qu'il n'y ait même- pas d'effet secondaire oui, pour parce qu'on vous, est les des gars. hommes. Oui, évidemment. Eh oui, Nous, sinon- c'était pas grave. Sinon, on ne l'apprendra pas, tu vois. Non, mais c'est ça. Plutôt que d'améliorer, par exemple, aussi. Tu vois, en Faites les parallèle, deux, quoi, dans le faites-les, doute. faites au moins les deux, ouais. Donc, il y a ça. Donc, apparemment, c'est encourageant, mais ça va pas sortir tout de suite. Après, il y a d'autres. La PrEP aussi, mais c'est plus spécifique sur le sida. Ouais, c'est ça. Mais tu as moins de chances d'attraper aussi d'autres infections. Disons que dans tout le panel de moyens contraceptifs qu'il y a pour les mecs, il y en a beaucoup, comme la pilule masculine là, qui a l'étude mais qui n'est pas sortie. On a aussi par exemple l'anneau testiculaire qui permet de réchauffer les bourses et de bloquer la production de spermatozoïdes. Sauf que le problème, c'est que c'était vendu, ça a été retoqué. Et là, aux dernières nouvelles, c'est en attente de validation auprès de l'Agence nationale du médicament. Donc c'est toujours des trucs, etc. Ouais, c'est très comme les compliqué. slips, il y a beaucoup de trucs Ouais. artisanaux, Oui, voilà. mais du coup, ça te demande de C'est quoi faire ton slip, Et en etc. plus, J'avoue c'est que ça ça. demande un peu d'engagement. Mais... Soit tu le fais genre en mode DIY, tu Ouais. vois, soit sinon ils sont obligés de le vendre par des moyens détournés. Enfin, c'est pas très cool. Mais après, il y a des moyens qui sont un petit peu plus radicaux, j'ai envie de dire. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, par exemple, il y a la vasectomie. Moi, c'est ce que j'ai fait, la vasectomie. Et clairement, je regrette pas du tout. Ça dure un quart d'heure et c'est réglé. Donc, je peux plus avoir d'enfants. T'as pas gardé C'est la d'œufs? différence. Non. Ah. Mais concrètement, on vient couper les canaux déférents. Donc, en fait, c'est juste les canaux qui sont responsables de l'acheminement des spermatozoïdes. Et en fait, il te les coupe, il te les clampe. Et en fait, les spermatozoïdes ne passent plus. C'est tout ce que ça change. Ça ne change rien d'autre. Rien mécaniquement, si on reprend le terme mécanique, rien au niveau de la libido, rien au niveau du désir, rien au niveau de quoi que ce soit. C'est juste que tu ne fais plus d'enfants. Par contre, ça ne protège pas des IST.
Donc, quand tu as des partenaires et tout, bah, soit tu mets une capote, soit sinon, bah, il y a aussi la solution dépistage dans les Oui. camps, quoi, tu vois. Vous faites des Tous les ans. dépistages réguliers. Bah ouais, en fait, il faut le faire régulièrement, même quand tu es en ouais. couple installé. Voilà, on sait jamais, voilà, ça coûte rien de le faire, puis c'est safe pour tout le monde, quoi. Moi, je recommande ça vraiment souvent, surtout si on a plusieurs partenaires. Et parce que tu dis que c'est définitif, mais parce qu'il y a un truc un peu flottant sur la vasectomie et sur le côté définitif de la vasectomie. Alors, en fait, quand tu fais les démarches pour faire une vasectomie, tu as un délai de réflexion incompressible de 4 mois. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas faire moins que ça. On te dit, tu as 4 mois pour réfléchir. Au bout des 4 mois, on te dit, est-ce que vous êtes bien sûr de vous? Oui, non, etc. Si tu es sûr de toi, on te fait l'opération. Mais on te prévient, on te dit que la manipulation inverse, c'est la vavovasostomie. Donc, le fait de reconnecter les canaux déférents, il faut partir du principe que c'est pas possible. Sur le papier, ça l'est, mais le taux d'échec est assez grand. Ouais. ok. Et Donc, passer 3 ans, c'est quasi impossible. Bon, en tout cas, je pense que Voilà. les gars qui nous écoutent sont pas encore à l'étape ouais. vasectomie. Mais voilà, je préfère dire, c'est Ils le sauront. toquet faut être majeur pour pouvoir faire la démarche. Ok. Et tu parlais de libido, justement, de l'impact. Comment vous vous situez sur ce côté de la libido? Est-ce que vous avez déjà été dans des relations où vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus de libido que votre partenaire ou inversement? Est-ce que vous avez déjà été face à ce genre de situation et comment vous l'avez géré? Moi, j'étais dans le deuxième cas. Une partenaire qui avait beaucoup plus de libido que moi. Et je pense que ça m'a appris pas mal de choses. Et pour mes relations qui ont suivi, parce que en fait, je me retrouvais plus du tout dans cette relation-là. Et c'était c'est assez compliqué, en fait, quand on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde niveau libido avec son copain ou sa copine, je pense. Et c'est pas mal de pression, en fait. Et, et ça m'a un peu... et puis même, ça m'a un peu induit en erreur sur ce qu'étaient vraiment les relations sexuelles et la fréquence avec laquelle on doit avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire. Parce que, après, quand tu rencontres d'autres personnes, pendant un temps de temps, tu as vécu le sexe de cette manière-là. Et du coup, c'est... De toute façon, je pense que c'est un peu comme ça à chaque nouvelle relation, mais moi, j'ai jamais eu plusieurs relations en même temps. J'ai toujours eu une relation avec une personne, et après, si je rencontrais quelqu'un d'autre, et du coup, je sais que moi, pour me réadapter et me dire que ne pas avoir des relations fréquemment est énorme. Enfin, j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était normal, quoi. Parce que je pense que mon corps, il a fini par s'habituer à ça. Et voilà. Mais c'était pas super agréable. Et en plus, tu parles de pression. Il y a quand même un peu une croyance sur le fait que, pareil, comme vous êtes des machines, tout le monde le sait, que c'est un peu à la demande et que vous avez une libido très forte et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et vous êtes disponible. Déjà, tu as la fausse croyance, t'es un mec, tu as toujours envie. Voilà. C'est ce truc-là. Alors que finalement, on est fatigué comme tout le monde, on peut avoir du stress comme tout le monde, etc. Tu vois. Et je trouve ça cool que tu partages ce truc-là, parce que toi, du coup, tu étais dans une situation inverse où c'était la meuf qui avait plus envie que toi. Et du coup, j'imagine que cette pression, tu le ressens aussi parce que tu étais un mec et que... ou pas. Quoi. Ça se jouait comment, cette pression? Je pense que c'est une situation que, du coup, des millions de femmes ont vécu, mais en fait, de devoir quelque chose à la personne et de pas forcément avoir super envie, mais bon, vu qu'on est des mecs, on peut le faire, et puis au final, qu'est-ce que c'est vraiment? Et vraiment, j'étais plutôt dans cette optique-là. Et je vais faire un parallèle peut-être bizarre, mais moi avant, j'étais fumeur. Et sur mes 15 clopes que je fumais dans la fumée, en fait, que je fumais dans la journée, il y en avait que 2 ou 3 que j'appréciais vraiment. Les autres, je me disais, mais pourquoi en fait est-ce que je la fume celle-là? Et en fait, là, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que des fois, j'avais un rapport, et puis en fait, je me disais, mais pourquoi vraiment, j'étais pas forcément dans un état d'excitation qui faisait que, et puis est-ce que ça m'a vraiment apporté du plaisir? Je suis pas sûr. Et donc, je sais que tout ça, ça a été un peu compliqué à vivre au final. Mais après, moi personnellement, sur le moment, je n'en ai pas parlé non plus à ma
à ma partenaire. Donc C'est ce que j'allais te elle pouvait demander. pas savoir non plus. Donc ça, je peux pas. Enfin, c'est quelque chose où la communication est super importante. Et je pense que ça aussi, euh, c'était plus compliqué de dire oui, bah non. Enfin, je sais pas, c'est pas. On n'a pas l'habitude de devoir moins demander en tant qu'homme. Enfin, on n'est pas trop en général dans ce rapport-là. Et donc voilà. Mais Il avait l'impression de lui devoir aussi quelque chose Ouais. comme ça, non? Oui, personnellement aussi, c'était un peu la même chose dans une relation où la personne avait une libido beaucoup plus haute que la mienne. Et du coup, oui, je me sentais un petit peu de devoir et de limite chercher la tendresse un peu plus à ce niveau-là. Parce que du coup, elle l'a donné plus dans ce côté sexuel. Et donc, t'es un peu dans un cercle où t'es en mode, ah, j'aime bien, mais en fait, je sais pas. J'aime bien, j'aime pas. Du coup, c'est un peu difficile, mais quand on en parle, bah là j'en avais pas parlé, on s'est quitté, donc voilà. Je pense que ça en évalue du coup parce que on n'avait pas la même libido, mais il faudrait en parler et devoir un peu régler la chose ensemble. Et je pense que c'est plus s'adapter à l'autre. C'est comme dans le sexe, faut s'adapter à l'autre dans sa façon de l'aimer et de le pratiquer. C'est aussi en fonction des- comment on dit? Voilà, je vais chercher longtemps ce mot, je vais le chercher longtemps. Récurrence, voilà, merci. Ouais, de la fréquence Oui, voilà. des rapports. Et surtout que enfin, c'est rare que ça clique totalement parfaitement et que genre tout le monde a toujours envie en même temps et que tout. Enfin, donc ça n'existe pas. Donc je pense que vous mettez le doigt aussi sur le truc de la communication, c'est-à-dire que parfois c'est dans un sens, parfois c'est dans l'autre. Et puis comme tu dis, de dire bon bah qu'est-ce qu'on fait de ça si moi j'ai moins envie, toi t'as plus envie. Évidemment que la solution n'est jamais de se forcer. Qu'on soit un mec ou qu'on soit une fille, on se le redit. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien ta comparaison des clopes parce que c'est vraiment le truc genre, ok, donc là, en fait, j'ai vraiment. Enfin, tu vois, j'étais pas là, en fait. Donc, ça n'a rien d'intéressant, ni pour toi, ni pour ton ou ta partenaire, en fait. Je pense que ça se sent. Donc, ça n'a pas trop d'utilité. Et par rapport à. Vous qui êtes des mecs, est-ce que vous avez l'impression que dans vos relations sexuelles, vous avez besoin de jouer un peu un rôle, d'être typiquement, si on tombe à nouveau dans les clichés, d'être celui qui gère, celui qui a le contrôle, qui mène la danse Océa, parce que toi, tu as l'impression qu'il y a ce genre de plus ou moins d'injonction un peu Par rapport, tacite, tu vois? par rapport au cliché masculin, on va dire, de l'homme vraiment viril, tout ça, on peut Ouais. dire que c'est l'homme qui mène la danse Ouais. et qui fait tout, quoi. Ouais. Mais alors que pas du tout. Même moi, je sais que moi-même, j'aime bien des fois mener la danse et aussi que mon partenaire mène, elle, la danse, genre à tour de rôle, quoi. Donc, je trouve que c'est une image assez biaisée, on va dire. Et quand tu es rentré dans ta vie sexuelle, parce que c'est pareil, vous avez maintenant un peu d'expérience et vous avez probablement tu vois, changé des idées autour de tout ça, est-ce que tu avais l'impression que c'était justement, tu avais cette pression-là en te disant, putain, du coup, comme je suis le mec, il va falloir que je prenne Ouais. les devants, du coup, alors que je sais moi-même pas ce qu'il faut faire. C'est ça, ouais, j'avais une énorme pression. Je me disais, ok, c'est à toi de tout faire. Là, tu dois gérer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ok, après, tu fais ci. J'avais tout un plan en fait dans ma tête. Pour moi, c'était vraiment, ça devait être programmé, ça devait être cadré. Genre, c'était scénarisé, on va dire, dans Ouais. ma tête. C'était, tu fais ça, tu fais ci. Ça se termine comme ça. Pour moi, c'était parfait dans ma tête. Et ça s'est passé comme ça. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais, ouais. Mais c'était quand même bien. Au final, je me suis dit que c'est mieux le laisser aller, de ne pas prévoir, quoi, et vraiment d'y aller au feeling. C'est la spontanéité. Spontanéité aussi. Ouais, spontanéité et communication, parce que si tu arrives avec un script mais que tu as oublié le deuxième personnage de ton scénario, il est fort probable que ça ne se passe pas comme tu avais prévu. C'est ça. Ouais, vous avez l'impression d'avoir aussi, ou d'avoir eu, tu vois, un espèce de schéma et de rôle à jouer. Personnellement, oui, mais du coup, c'est un peu contraire à mon expérience, vu qu'en plus, je suis gay et en plus, j'ai plus la position un peu féminine qu'on pourrait comparer dans un couple gay. Donc, oui, j'avais un peu par exemple, pendant une période de ma vie, je me suis un peu dit, et même comparé à vouloir le plus ressembler à une fille pour pouvoir plaire au type de personne qui me plaisait, parce que c'était ce genre de type de gay qu'ils aimaient.
ou même, de devoir de ressembler ou justement avoir cette envie de pas ressembler à un gay typique. Du coup, c'est un peu, on a l'impression de jouer un jeu dans ce truc de masculinité un peu où tu dois la montrer en fait pas trop et en fait si. Et, bref, c'est Ouais, très... super intéressant. Oui, et pas par rapport à soi-même, mais plus par rapport à ce qu'on veut qu'on soit vu par les autres. Super intéressant. Bah, surtout que toi, en plus, t'as ce truc de te dire, en plus, moi, j'ai eu envie de prendre des codes de féminité parce que ça correspondait au partenaire avec qui j'étais. Enfin, du coup, t'as dû jouer un peu sur deux constructions. Oui. Je ne sais plus sur quel pied Je danser. faisais une maison d'architecture très bizarre. Noé, ouais, t'as eu l'impression d'avoir... Bah, euh, ouais, totalement. De toute façon, je pense qu'en tant que comme on a tous grandi avec tellement d'images et pas de symboles, mais de modèles, et qu'en fait, c'est peut-être propre à notre génération, mais on apprend peu à peu à se détacher de tout ça. Et ouais, quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, déjà, j'ai commencé avec des gens qui, comme moi, commençaient. Du coup, bah, c'est sûr que j'ai plus souvent eu la patate chaude dans les mains. Bon, bah, c'est toi le garçon, c'est toi qui sais, alors que j'en savais absolument rien. Et, euh, et, euh, et peu à peu, bah, c'est, euh, c'est ce qu'on disait un peu avant l'antenne, c'est que bah, c'est avec le temps en fait qu'on apprend et qu'on déconstruit tout ça, de la dominance ou non. Et je te rejoins vachement là-dessus, c'est que moi, ça dépend de avec qui, de comment, du moment. Des fois, peut-être plus dominant, des fois non. C'est un. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de précis. Ça change tout le temps. C'est avec la personne avec qui tu es, comment tu te sens. Mais ouais, je pense que. Mais je sais que mes premiers rapports, c'était très. Bon, bah, j'avais l'impression de devoir porter la chose et de devoir. euh, que c'était à moi de mener la danse, alors que bah, pas du tout, et heureusement, quoi. Et est-ce que tu t'autorisais à dire que tu savais pas? Ouais, ouais. Genre assez tôt ou tu le fais maintenant parce que t'es plus à l'aise Ah non, bah, moi, la première personne avec qui j'ai eu un rapport sexuel, c'était sa première fois aussi. Donc on s'est tous les deux retrouvés comme ça, à devoir faire l'amour alors qu'on n'a jamais fait l'amour et qu'on n'a jamais vraiment aimé, à part nos parents. Donc c'est un peu compliqué, quoi, de savoir ce que c'est que faire l'amour. Et bah, c'est sûr que je pense qu'on se sert des modèles qu'on a eus. Du coup, bah, c'est les vidéos porno, pardon. Les vidéos porno, même tout ce qui s'en rapproche. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai toujours été honnête. Dans la vie, je suis honnête. Donc, si je sais pas, je sais pas. Mais je fais de mon mieux. Ouais, mais c'est parce que c'est pas facile de dire que tu sais pas. Surtout, je pense, quand t'es dans la peau d'un mec. Et de dire, alors je suis désolée, mais j'ai pas plus d'idées que toi de comment faut faire. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous autoriser à vous montrer vulnérable et genre en mode, va falloir qu'on s'aide mutuellement? Ah, moi, c'était au bluff. Personnellement, c'était au bluff. Ça a marché à Skip, mais du coup, je me suis convaincu moi-même que j'étais un expert, que ça marchait super bien. Mais du coup, ça m'a un peu appris aussi qu'il y avait certaines choses qui marchaient parce que j'osais et d'autres qui marchaient pas. Donc voilà. Parce que tu crois que ça t'aidait à oser de te faire croire à toi-même que tu savais, plutôt que par exemple te dire, bah, je sais pas, mais j'ai envie d'essayer ça? Oui, bah en fait, vu qu'il y a quand t'oses et quand tu t'essayes de montrer que t'as confiance, etc., que ça fait la 14e fois, bah ça en plus tend l'autre partenaire aussi à t'écouter plus. Parce que souvent, même quand on est avec un autre partenaire et qu'on lui dit ça fait pas beaucoup de fois que je l'ai fait, ou même que t'es pas très expérimenté sur un ou un sujet, il va moins t'écouter sur ton avis à toi, même indirectement, même s'il le veut pas forcément. C'est un peu, il va te dévaloriser. Donc, Ah ouais, t'as l'impression c'est que ce que je avoir pensais. moins, c'est ce que tu pensais, Ouais. et c'est ce que tu penses encore? Non, je pense pas, mais je sais pas comment serait ma sexualité si j'avais pas été comme ça. Donc, Si t'avais pas bluffé. exactement.
Tu le sauras probablement jamais, on peut pas, on va faire de retour en arrière. Mais toi, tu avais l'impression que justement, le mec en face de toi avait plus confiance parce que toi, tu fakais la confiance. C'est aussi ça. C'est aussi la personne de la mettre pas mal à l'aise. Parce que du coup, c'était un peu se convaincre. Donc, je convainquais aussi la personne. Mhm. Donc, il y avait ce truc où aussi, elle cherchait à me convaincre. Donc, en même temps... C'est le fameux fake it till you make it. Exact, oui. Ok. Moi, j'ai l'impression, c'est marrant, je pense qu'à l'usage, on s'aperçoit que être dans la communication, c'est surtout ça qui crée la confiance et que du coup, tout est possible en fait. Plutôt que de dire, moi, telle et telle pratique, je connais ça par cœur, bien, on y va. Au contraire, dire, j'ai envie d'essayer, mais je sais pas trop, et j'ai envie que ce soit comme ci et comme ça, et c'est ça qui crée un espace de confiance où tu peux tout explorer parce que tu sais que il peut rien t'arriver et que personne te jugera, justement, que la personne en face de toi va pas te juger parce que tu sais pas faire, quoi. Sinon, c'est... Putain, quelle pression. Et en plus, c'est trop cool parce que t'explores avec ta ou ton partenaire. Donc, a priori, si la communication est bonne, vous pouvez vous dire chacun, chacune, genre, ça fonctionne bien, je prends du plaisir de cette manière-là. Parce que ce qui va fonctionner avec une personne ne va pas forcément fonctionner avec l'autre. Donc, en fait, le fait d'explorer ensemble comme ça, moi, je trouve ça génial. Ah ouais, grave, grave. Oui, mais du coup, pour revenir à ce que je disais, parce que je me suis dit, mais en fait, t'as pas du tout parlé des bons trucs. Il y a le côté en couple et aussi où c'est uniquement sur de la sexualité. Ouais, bien sûr. Donc là, c'était plus uniquement sur la sexualité. Quand c'est en couple, je pense que j'étais différent, mais du coup, c'est venu après, où j'ai plus exploré le côté en couple. Un peu c'était plus confiant, donc plus à l'aise, et donc je me confiais plus Ouais. et oui, c'était plus même par rapport au sexe, quand on a des sentiments et quand on ne les a pas forcément et c'est juste sexuel, c'est très différent. Donc même on n'a pas la même façon, personnellement en tout cas, on n'a pas la même façon de faire l'amour. Mais ouais, mais dans le précédent épisode, il y avait Jeanne qui disait ça aussi, qui disait c'est quand même vachement plus dur d'être dans la communication quand c'est un coup d'un soir, quelqu'un que tu croises comme ça, avec qui c'est pas forcément installé. Je me verrais pas du tout dire voilà, je préfère plutôt ci que ça. Mais c'est pareil, c'est très. On a vachement appris ça parce que en vrai, je pense que ça fonctionne de la même façon avec quelqu'un que tu connais pas qu'avec quelqu'un avec qui tu comptes rester longtemps. Euh, mais c'est clair que c'est loin d'être évident, quoi. Et je vous fais remonter un peu en arrière, mais parce qu'on n'en a pas parlé. C'était quand la... Enfin, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez découvert le plaisir? Genre, vraiment le... Ouais, plaisir Voilà. sexuel. C'est très très loin. Non, je pense que en fait c'est venu tard parce que du coup c'est venu progressivement et c'est quand j'ai commencé à me connaître moi que j'ai commencé à connaître le plaisir. Et aussi, je pense que oui, c'est plus au niveau de, je dirais pas de l'expérience, mais t'as besoin de comparaison. Parce que bon, à part si vous avez une super première fois, c'est un peu dur de directement entrer dans le bain et savoir ce que c'est du plaisir. Parce que la première fois où j'ai vraiment eu du plaisir et je l'ai ressenti, ben, je savais pas. C'était un peu... je me disais, c'était juste mieux que les autres fois. Et en fait, c'était la fois où j'ai vraiment apprécié. Et tu parles d'avec un partenaire? Oui. Ah oui, personnellement... Je sais pas, j'avais ouvert. La question était ouverte. Ah oui, bah, c'est très différent, je pense. Et je pense que c'est pas du tout le même plaisir. Personnellement, je sais que mon plaisir personnel, il est beaucoup moins... il est plus automatique. Par exemple, quand ça fait un moment que je me sens pas très bien, etc. Et là, j'ai du temps. Je le fais le plus, mais c'est plus par automatisme parce que j'apprécie beaucoup plus avec un partenaire. Donc, je préfère je sais pas, me garder pour un partenaire. Donc, bien sûr, je favorise pas le fait de faire l'amour pour faire l'amour ou d'avoir une sexualité juste pour avoir une sexualité. Mais je pense que même si je sais que c'est pas super, mon plaisir personnel, je le favorise pas tant que ça et je trouve que c'est un peu une perte de temps. Personnellement, je sais que c'est une mauvaise idée, mais c'est un peu, j'aime bien m'auto-saboter en fait.
Les autres, quelle est la première fois où vous avez eu alors votre premier plaisir ou le premier plaisir ou même la première éjaculation d'ailleurs, j'aurais pu poser la question aussi comme ça. Si on s'en souvient, Ouais. ouais. Ouais, je pense que je me souviens de la première fois où je me suis masturbé et j'ai éjaculé. Après, le plaisir, moi j'ai une relation un peu, enfin pas différente, parce que je pense chaque personne a une relation différente avec ça, mais moi je sais que j'ai jamais eu, enfin j'ai qu'une seule fois, et je m'en souviens encore, de rapport sexuel avec quelqu'un euh, comme ça en mode coup d'un soir. Sinon, toutes les autres relations sexuelles que j'ai pu avoir, c'était avec des gens que je connaissais, en qui j'avais confiance, euh, ou que j'étais amoureux, euh, ou dont j'étais amoureux. Parce que moi, pour avoir du plaisir, il faut que je sois avec quelqu'un avec qui il y a une alchimie, où il y a vraiment quelque chose. Et le temps d'une soirée, j'ai pas forcément le temps de créer ça avec quelqu'un. Hmm. Donc, je, ouais, les premières fois où j'ai vraiment eu du plaisir, c'était quand j'étais avec quelqu'un dont j'étais amoureux, et avec qui il se passait, avec qui j'avais une relation sexuelle. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à vivre le sexe avec quelqu'un que j'aime pas, quoi. Ouais, t'as besoin d'avoir une alchimie Ouais, émotionnelle et. ouais, voilà. Ok. Je pense que je rejoins Noé là-dessus aussi. C'est que, ouais, j'ai vraiment aussi appris le plaisir, vraiment quand j'ai vraiment eu la bonne partenaire, on va dire, avec qui c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus comment on dit, fusionnel, ou Ouais. ça se connectait plus. Et parce qu'après, je sais pas si on parlait du plaisir personnel ou du plaisir à deux. Les deux, mon capitaine. Parce que j'aurais dit le plaisir solitaire, c'est vraiment quand je savais ce que j'aimais, je savais comment me faire plaisir, et que j'ai grandi aussi. Donc, je pense que ça arrive avec tout le monde, au fur et à mesure que tu grandis, tu te connais, donc ouais, tu prends plus de plaisir, j'imagine. Euh, Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ouais. En fait, j'ai l'impression que le plaisir, on le redécouvre à chaque fois. Et un peu comme l'amour avec quelqu'un, enfin, j'ai l'impression d'à chaque fois redécouvrir l'amour, parce que en général, je le souhaite à tout le monde, hein, mais quand on se remet avec quelqu'un, c'est pour que ce soit mieux qu'avant. Parce que si on se met avec quelqu'un et que c'est pire qu'avant, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais j'ai l'impression que le plaisir, à chaque fois que j'ai une relation sexuelle avec mon amoureuse, j'ai l'impression que c'était la meilleure fois. Bon, non, il y a des fois où tu dis, ouais, c'était un peu moins bien, mais c'est très rare. En général, c'est des super moments, et ouais, un peu l'impression de redécouvrir le plaisir à chaque fois, quoi. Tu t'es pas bridé, genre, par exemple, avec une ancienne relation, avec qui tu prenais extrêmement de plaisir, et tu t'es habitué à ce plaisir, et t'arrivais pas à le retrouver forcément avec ton autre partenaire. Non, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Ok. Bah, tant mieux. Après, je pense qu'au CH, je peux te rejoindre parce que tu peux avoir des connexions. Chaque personne est très différente, donc tu peux avoir une connexion physique et moins émotionnelle. Je pense que tous les deux, vous verbalisez le fait d'avoir besoin d'être en fusion émotionnelle avec la personne. Il y a d'autres gens qui ont besoin d'une connexion plus physique et plus charnelle. Et c'est très individuel comme ressenti, mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est chouette d'avoir des témoignages différents. C'est que, ouais, c'est très, très, très perso, quoi. Et je vois l'heure et je me dis qu'il va falloir bientôt qu'on arrête, donc je suis dégoûtée. Mais si justement, là, on a beaucoup parlé du désir, de comment vous êtes construit en tant que mec, s'il y a des jeunes mecs qui nous écoutent, qui sont au collège, qui débutent, qui sont peut-être pas encore rentrés dans leur vie sexuelle, qui ont peut-être vu plein de pornos, qui se posent plein de questions, qui ont mesuré la taille de leur bite. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire au Noé de 14 ans, ou à l'Océa de 15 ans, au Malo de 14? Je pense que je parlerai pas pour mon petit moi, mais je parlerai pour tous les jeunes en règle générale. Et bah, je pense que ce qui est le mieux, c'est de pouvoir se connaître soi et d'avoir justement cet intérêt sur ces plateformes qui parlent d'éducation sexuelle et pas de sexualité. Ou non, que de,
Ouais, je me suis mal exprimée. D'éducation sexuelle ou même d'en parler. Il y a des podcasts, il y a des chaînes YouTube, de réseaux sociaux qui font ça. Et de s'intéresser sur ça, c'est la meilleure chose. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai pu apprendre. Et je pense que ça m'a beaucoup servi. Parce que en tant que personne gay dans une île un peu perdue, c'était assez compliqué d'avoir une référence. Donc avoir des références, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir. Et même pouvoir s'intéresser à plusieurs sujets, s'intéresser au corps de l'autre et s'intéresser au sien, c'est super. Ok. Sans être dans la performance ou la mesure. Exactement. Ok, Noé, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous écoutent? Je pense que le plus important, c'est d'écouter. C'est écouter l'autre et s'écouter soi. Et en fait, c'est en écoutant ce que les gens ont à nous dire, ce que les gens aiment, et en connaissant ce qu'on aime nous, qu'on parviendra à vraiment se connaître et à prendre du plaisir et à se découvrir de jour en jour. Et ouais, franchement, écoutez votre partenaire pour éviter toute situation compliquée. Écoutez-vous, ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire, surtout, jamais de la vie. Tout le temps être dans la communication. De toute façon, s'il y a un truc qui dépasse même les rapports sexuels, c'est la communication. Dans la vie, en général, faut communiquer et ça se retransmet dans le sexe. C'est que c'est super important, c'est à la base de tout. Et voilà, communiquer, c'est le plus important. Et c'est pas facile. Non, c'est le plus dur. Faites ce qu'il y a de plus dur, communiquer. T'as un conseil sur la communication, justement, puisque c'est pas facile. Parce qu'en fait, communiquer, c'est aussi, du coup, verbaliser des trucs. Il faut réussir à le faire. Enfin, je sais pas comment tu... Déjà, faut mettre un peu son ego de côté. Pas trop, parce que c'est important, l'ego, mais faut quand même le mettre de côté. Et faut pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent. Faut comprendre ce qu'on ressent. Et ça, c'est vachement compliqué, parce que des fois, on dit des choses qu'on ressent pas, et on fait comprendre des choses qu'on ressent, mais de manière indirecte. Et en fait, faut vraiment chercher ce qu'on ressent et chercher à le retransmettre le plus simplement possible et de manière la plus claire. Après, c'est pas toujours facile. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, on se prend la tête avec quelqu'un. C'est qu'en fait, on ressent quelque chose et on l'explique mal. Et ouais, pour bien communiquer, faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire et ne pas avoir peur de s'ouvrir, en fait. Je pense que pour bien communiquer, faut être ouvert. Merci pour ce conseil. Océa? Je pense qu'ils ont tout dit, j'aurais pas pu dire mieux. Je dirais rien à mon moi de 15 ans, parce qu'en soi, c'est comme... C'est-à-dire que je me suis bien forgé, en soi, comme j'ai dit, je me suis fait ma propre éducation. Mais si je peux dire un truc, rajouter vraiment un mini-truc, c'est d'oublier un peu l'esprit de compétition ou de se comparer tout le temps avec les autres personnes. Et de s'aimer. Et de s'aimer. C'est très important. Vous êtes le gagnant d'une course de 1 million de spermatozoïdes, hein, quand même. Ouais, ça, c'est pas facile non plus, le s'aimer. Je pense que c'est pas parce qu'il faut pas que ça devienne une nouvelle injonction. Et je pense que c'est un truc, tu vois, c'est le truc d'une vie. Mais c'est clair que le but ultime, c'est ça. Et on est quand même mieux quand on est dans une personne qu'on aime. Ce serait le meilleur épanouissement, je pense. Et je pense, ouais, grave. Et la compétition et la comparaison, c'est clair que c'est une façon, surtout aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, je pense qu'on est sans cesse dans la comparaison permanente. Et puis comme on a une vitrine ultime où de toute façon tout ce qu'on montre, c'est le mieux de nous-mêmes, on a vite fait de se retrouver happé par la comparaison et la compétition. Donc bon petit rappel pour tout le monde. J'ai une petite question rituelle avant qu'on se sépare, qui est que vous partagiez... je vois aussi qui fait « Merde, j'ai oublié !» de partager un titre de chanson qui vous touche et qui parle de nos sujets, que ce soit le désir, l'amour, la sexualité, pour qu'elle puisse rejoindre la playlist de La Chose Étrange sur Deezer et Spotify.
Malo, je sais que tu l'as. Bien sûr. C'est Mon amour de Marius. C'est une histoire qui parle d'une relation. Elle m'a énormément aidé dans un moment où j'en avais besoin. Du coup, je trouve qu'elle est super belle. Il a une super belle voix. Il est parisien. Et il fait des petits concerts. Il n'est pas très connu. Mais franchement, j'ai adoré cette découverte. J'adore. J'ai réfléchi en plus toute la journée et je sais pas vraiment laquelle choisir, mais T'as le droit d'en dire plusieurs. Hein. C'est OK. moi je vais te dire O2N. Écoutez O2N, c'est un super groupe. Ça tourne beaucoup autour de l'amour. Est-ce que t'as un titre en particulier de Zen que je mette pas toutes leurs... Salope d'amour, c'est une très belle chanson. Et Je veux te baiser sur le consentement, c'est très important. J'adore. Salope d'amour, ça parle de quoi? Il se pose une question et c'est est-ce que les salopes sont toutes des reines ou pas? Et je trouve que c'est très important comme question. Ok, trop bien. Ça donne envie d'écouter. Océa. Ah, ok, là je suis pris de court là. Franchement, j'aurais dit soit érotiquement vôtre. Ouais, non, juste érotiquement vôtre. Ouais. Qui est de qui? Là, je sais pas le titre tout de suite. Enfin, j'ai oublié le nom de l'artiste là. Mais Ok. vraiment juste le titre érotiquement vôtre. Normalement, vous devriez trouver. Ok, trop bien. Sinon, je te demanderai de toute façon. Ça marche. Trop bien. Jordi, tu veux en ajouter un? Je t'ai pas demandé, mais... Ouais, moi c'est I Feel You de Dépêche Mode. Chanson qui parle d'amour, de connexion, d'alchimie. Et en fait, j'ai découvert cette chanson dans une série que j'invite tout le monde à regarder. C'est Sense8 sur Netflix. Je me souviens. Évidemment. Pour toutes les notions d'amour, de sexualité, de partage, de consentement, de tout. C'est vraiment une pépite. Une pépite. Vraiment, je vous encourage à regarder Sense8. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir ces scènes de cul à 10 milliers de kilomètres de distance, là? Mais bien sûr, tous les jours. Je vois qu'on a regardé la même série. Merci beaucoup pour ces partages-là. Malo, je sais que tu voulais faire un petit mot de fin. Oui, exactement, parce que moi et Océa, on vient de Nouvelle-Calédonie et c'est juste pour envoyer de la force à notre pays, notre communauté qui reste là-bas et dans les temps qui vivent actuellement, qui sont durs. Donc plein de force et plein d'amour. Restez chez vous et portez-vous bien. Voilà, merci beaucoup à tous les trois, tous les quatre d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Super. Et que vous reviendrez peut-être même. Avec plaisir. Sans vous forcer, oui, bien sûr, oui. Et puis merci à toi pour l'invitation. Ouais, carrément. Ben, avec plaisir. Et C'est puis, super. bon, trop bien. Bah, parlez-en autour de vous, évidemment. Et puis, à très vite pour d'autres épisodes. Je pense que les thématiques, on en a encore plein. Là, je pense qu'on aurait pu rester encore 2 heures ensemble. Oui. Donc, on fera un autre épisode. On reviendra. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci, au revoir. Sortir de notre petite bulle. Notre petite bulle de cul. Bulle de cul. Bon, bah. Désolé.